un propriétaire d'une maison, à intervenir sur un dossier d'expropriation. L'expropriation se faisait pour cause d'intérêt général, donc il s'agissait d'une volonté de l'État de redéfinir des axes routiers, rien de bien sexy, me direz-vous. Et mon propriétaire était extrêmement embarrassé parce que lui n'aimait pas l'idée que l'on démolisse sa maison et il n'aimait pas non plus l'idée de devoir aller vivre ailleurs pour des raisons qui n'étaient pas économiques, car l'indemnisation était acceptable. Et donc, si vous voulez, tout l'intérêt de la négociation n'était pas de s'opposer à la décision de justice, qui de toute façon n'aurait pas donné grand-chose, puisqu'on n'envisageait pas de déplacer une route pour faire plaisir à un propriétaire mécontent. S'il avait été ministre, la question se serait posée, mais pour un propriétaire ordinaire, la question ne se posait pas. Et donc, à partir de là, la négociation engagée avec les pouvoirs de l'État a été de savoir comment on pouvait faire en sorte ensemble d'intégrer des éléments qui étaient des éléments extra-légaux. Il ne s'agissait pas d'une discussion strictement juridique, mais de voir comment cette personne pouvait trouver des conditions acceptables dans ce qui lui était soumis. Il y avait le premier critère, celui que vous devez garder en tête, c'est la question juridique, mais qui en soi était rapidement réglée. Expropriation pour cause d'intérêt général, la procédure avait été respectée, les acteurs de l'État, pour une fois, étaient de bonne foi, et tout le monde essayait de trouver la moins mauvaise des solutions. Et mon propriétaire qui ne voulait pas que sa maison soit démolie. Et donc nous avons beaucoup échangé, et la question qui a été trouvée a été au-delà d'intégrer une contrepartie financière, qui se loge ailleurs, de prévoir aussi le fait que des éléments mobiliers mentionnent une plaque avec le nom de sa famille, ce qui juridiquement n'était pas une obligation. Et on aurait pu parfaitement envisager d'obtenir plus d'argent, de faire traîner, voire même, comme on peut le trouver en négociation, de faire traîner les propos, en contrepartie de quoi aurait été demandée une indemnisation supérieure. C'est très très laid, mais c'est une sorte de chantage juridique qui permet d'obtenir des indemnisations plus élevées. Personnellement, je suis contre cette méthode parce que, comme je vous l'ai dit, la négociation, c'est un compromis, mais pas une compromission, et je ne m'abaisserai pas à faire ça, mais il y en a qui le font, et il semblerait qu'ils le fassent parce que ça fonctionne. Donc à partir de là, la solution avait été trouvée par un élément extra-légal, un élément complémentaire, non contractuel. La négociation a décidé que la société, qui était une société publique, chargée de réaliser et de gérer cette opération, allait rajouter une plaque. Mon propriétaire était content, tout le monde est rentré chez lui, globalement satisfait, il n'avait plus sa maison, mais son honneur était sauf. Et si vous voulez, je pense que c'est ça l'intérêt aussi de la négociation, c'est que aux éléments strictement juridiques, est-ce que le contrat est cohérent, etc., vont s'ajouter des données personnelles. Et je pense que c'est une dimension qu'il faut que vous preniez en compte dans vos négociations futures, c'est que le droit en lui-même n'intègre jamais, normalement, même si on voit quelques avocats querelleurs, c'est le cas de notre ministre de la Justice, qui avant était un très grand avocat pénaliste et qui maintenant a glissé dans la politique, il avait cette spécialité qui le faisait appeler l'ogre ou acquittator, c'était de lancer des procès spectaculaires. Or, la négociation n'est pas une approche spectaculaire. C'est ce que je vous ai dit plus avant. Quand vous vous lancez dans quelque chose et que vous avez l'impression d'être un gladiateur se présentant devant l'empereur et annonçant que ceux qui vont mourir le saluent, il est quand même peu probable que la négociation soit paisible et animée. Et je pense que de cette structure va découler aussi un conseil, c'est que vous devez toujours faire en sorte, dans une négociation, de ne pas oublier que votre honorabilité, la manière dont vous présentez les choses, est fondamentale. Je vais prendre un autre exemple. Si vous arrivez de manière trop apprêtée, et je vous donnerai après une petite anecdote, il semblerait que la personne en question s'en souvienne encore, et par souci de discrétion professionnelle, je ne donnerai naturellement pas son nom. Mais je me souviens être intervenu dans un autre dossier immobilier, face à un agent immobilier que j'espère incompétent, sinon il était malhonnête. Donc, dans ces cas-là, donnons-lui le bénéfice du doute, heureux les simples d'esprit, les portes du paradis leur sont ouvertes, reconnaissons donc qu'il était pas très compétent, mais de bonne foi. Cet agent immobilier avait été mandaté par une vendeuse
pour vendre son appartement. Jusque-là, direz-vous, rien de bien extraordinaire. Cet agent immobilier, toutefois, avait échangé avec la personne que je représentais et qui m'avait demandé d'intervenir dans son dossier. C'était un dossier, je n'intervenais que en termes dans la procédure de conciliation. Et le dossier était très intéressant parce qu'il s'est avéré que l'agent immobilier avait encouragé la personne qui m'avait demandé d'intervenir à acheter un bien en lui fournissant une attestation de valeur locative, c'est-à-dire un document qui présente le loyer envisageable pour la location du bien. Et donc, la personne qui m'avait contacté avait accepté de s'engager à partir de cette attestation de valeur locative qui lui promettait donc des revenus lorsqu'elle aurait acheté et lorsqu'elle aurait pu le mettre en location. Et donc, mon agent immobilier, c'est pour en revenir à sa tenue évoquée tout à l'heure, est arrivé extrêmement fier de lui dans une sorte de stéréotype digne des meilleurs films d'Hollywood, avec un très joli costume de Grand Prix, une grande montre, très fier de lui, le stéréotype classique avec la grosse voiture et tout ce qu'on peut imaginer. Pour ma part, comme d'habitude, lorsque c'est possible, j'évite le costume. Je trouve que c'est un atout que les autres vous méprisent. Alors me direz-vous, c'est un petit peu étrange, mais le fait d'être déconsidéré par les autres vous donnera toujours dans une négociation un avantage. Parce que les gens s'attendent tellement à rencontrer un modèle, à rencontrer une sorte d'homme-machine, pour paraphraser Stendhal quand il parle de l'usurier Gobseck, que finalement, ça les déroute d'avoir affaire à quelqu'un qui ne colle pas exactement au code qu'ils s'attendent à trouver. Et donc nous arrivons, c'était à l'office des notaires à Marseille, et mon agent immobilier s'emporte, il lance une sorte de grand plaidoyer. Il était très fier de lui, et sa tenue allait dans ce sens. Je m'assois dans un coin et puis je l'écoute faire. Il commence à nous raconter que la personne qui m'avait fait intervenir était une sorte de monstre méchant qui allait exploiter sa cliente et que la pauvre cliente se retrouverait dépouillée par un monstre vendu au grand capital. Donc il fait son sketch, il est très fier de lui, s'attendant probablement à ce qu'on applaudisse ou à ce qu'on lui jette du popcorn ou des pièces. Et lorsqu'il a fini, je lui demande comment il a chiffré le préjudice. Je n'avais pas de notes, rien du tout. Je ne donne jamais de cours ou de conférences avec des notes. Je pense que ça m'évite de m'enfermer dans un effet d'autosatisfaction. C'est-à-dire que si vous arrivez avec énormément de notes et qu'on vous pose une question qui sort de ce cadre-là, vous ne saurez pas répondre. Tandis que si vous vous remettez continuellement en question dans une négociation, que vous surpréparez vos dossiers, vous arriverez à ne jamais être pris de court et à toujours rester calme. Ça, c'est un conseil supplémentaire. Et donc, mon agent immobilier s'emporte et m'explique qu'il a chiffré à partir d'une attestation de valeur locative et il s'engage à démontrer son raisonnement. Il commence à le noter et je demande naturellement, dans le cadre de la négociation, à ce que le conciliateur, qui est censé être neutre dans ces cas-là, consigne ce qu'il était en train de dire. Donc, les montants sont notés et là, il est très fier et me dit, écoutez, de toute façon, je pense que vous allez devoir accepter la négociation puisque j'ai démontré le contraire. Je n'avais rien dit pour l'instant, je l'avais juste écouté. Et donc, quand il a eu terminé, je lui ai demandé pourquoi il y avait une différence de prix entre l'attestation qu'il avait utilisée, qui était bien supérieure à celle qu'il avait envoyée à la personne que je représentais, et donc pourquoi il s'était produit à lui-même une preuve qui était fausse, qui était au mieux une erreur, ou au pire une manipulation volontaire pour infléchir le raisonnement et emporter à partir de là la validité du contrat, puisque le contrat de vente reposait aussi sur la capacité à louer, et ce monsieur avait oublié qu'en fait, il avait fourni une fausse attestation à la personne qui avait voulu vendre son bien et qu'il n'a pas eu l'intelligence de vérifier les montants, vu qu'il devait le faire souvent, et qu'à partir de là, eh bien, son préjudice était surévalué parce que les deux montants ne correspondaient pas, et à 3 mois de différence, il n'est pas possible que 25% du prix ait augmenté. Et là, si vous voulez, il était très mal. Et c'est tout le problème, c'est-à-dire qu'un costume et une montre ne remplacent pas la cohérence. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand on s'abaisse du compromis à la compromission, qu'on en arrive à produire des éléments faux, on passe pour un âne. Et ça, c'est vraiment le conseil que je dois vous donner. Le plus important, déjà, le plus fondamental, c'est de connaître ces dossiers. Si vous ne connaissez pas votre dossier, c'est pas la peine d'aller négocier, restez chez vous et envoyez simplement un courrier pour dire que vous acceptez. Une fois que vous connaîtrez vos dossiers suffisamment bien, imaginez la négociation, ça c'est ma considération théorique,
Une négociation n'est pas un combat de gladiateurs, je vous l'ai dit. Ce n'est pas un affrontement brutal entre des gens. Au contraire, s'il y a 3 parties, laissez les 2 autres se battre, ça vous fera moins de travail. Ce n'est pas non plus une conquête. Regardez l'exemple des conquistadors. Ils ont eu l'impression d'avoir emporté tout l'or du Nouveau-Mexique, enfin tout l'or de l'Amérique. Et quand ils l'ont fondu, ils se sont rendus compte que le taux d'or était beaucoup plus faible. Tout ce qui brille n'est pas d'or, vous le savez. Et donc, me direz-vous, quelle est la meilleure position à retenir d'un point de vue théorique pour une négociation? C'est celle du joueur d'échecs. Et un joueur d'échecs, si vous voulez, n'a pas d'esbrouf. Un joueur d'échecs ne parade pas, ce n'est pas un rappeur, ce n'est pas un animateur de télé-réalité, c'est quelqu'un qui travaille. Et c'est quelqu'un qui travaille comment? C'est quelqu'un qui travaille en se disant que si son adversaire commet une première faute en le sous-estimant, il a déjà marqué un point. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'avais très clairement la possibilité de donner aujourd'hui ma conférence en costume, ce qui aurait été conventionnel comme je le faisais à l'université, et je suis certain qu'en me voyant apparaître tout à l'heure, vous avez été étonné sur ce point. Vous aurez pensé que c'était par négligence parce que je suis au bureau, or c'était un élément anticipé. C'était une manière déjà de vous faire réfléchir sur le fait que l'apparence de la personne ne suffit pas à envisager sa légitimité, ou tout au moins que si vous avez le malheur de sous-estimer quelqu'un, eh bien ce quelqu'un a déjà marqué un point par rapport à vous. Ensuite, au niveau des fonctionnements, comme je vous l'ai dit, pas de conquistador, pas de gladiateur, et si possible plutôt un joueur d'échecs. Pourquoi? Parce que le joueur d'échecs a joué sa partie avant de s'être assis. Et ça, me direz-vous, ça tient à la manière de préparer ses dossiers. Concrètement, ça donne quoi? Ça signifie que la première chose que vous devez faire, c'est de savoir qui vous avez en face. Qui sont les parties en face de vous? Quelles sont leurs compétences? Et comment vont-elles fonctionner? Et faites attention à l'effet Dunning Kruger, c'est de ne jamais, jamais considérer que vous êtes plus compétent que l'autre. Pourquoi? Parce que le danger, c'est d'être face à quelqu'un qui ne correspond pas à votre modèle. Vous êtes juriste, je suis juriste. Si nous parlons de droit des contrats, on va forcément, même si nous appartenons à des systèmes juridiques différents, nous allons quand même arriver à trouver des conditions qui ont du sens, qui font sens chez vous, qui font sens chez moi. Et puis tôt ou tard, vous allez être confronté à quelqu'un qui n'est pas juriste, vous allez lui parler dans une langue étrangère, cette personne ne comprendra pas et vous allez tomber à côté de la négociation parce que ses besoins, comme mon client de tout à l'heure, ce n'était pas du tout d'avoir de l'argent, il s'en fichait, c'était d'avoir une petite plaque pour qu'on n'oublie pas que sa famille avait vécu là. Et cette idée-là, si vous voulez, est très intéressante et on s'en rend compte parce que la pertinence de la négociation va potentiellement faire mouche ou au contraire va tomber à côté. Prenons un exemple extrêmement amusant. La fin, amusant pour les finances publiques françaises. Google a mis en place un système qui permet, via sa structure, d'évaluer les établissements recevant du public, donc les hôtels et les restaurants. La France, forte de son système normatif, fidèle à elle-même que tout ce qui n'est pas figé dans la loi n'existe pas, a mis en place aussi un système imposé par l'État qui fait que, sur des critères plus ou moins objectifs, les hôtels peuvent avoir plus ou moins d'étoiles, entre 0 et quelques-unes. Google a fait la même chose, mais n'a pas précisé que les 2 systèmes étaient différents. Me direz-vous, en bonne intelligence, c'est un petit peu comme, normalement, face à des gens un minimum intelligents, on va envisager que mettre son enfant au micro-ondes n'est pas une bonne chose, ou que mettre sa tête dans un sac étanche n'est pas forcément la meilleure idée. Pour le législateur français, pourtant, la question est toute différente. Et donc, Google a été condamné à verser 1 million, quelque chose comme ça, suite à une négociation avec l'État français et la répression de la concurrence. Enfin, normalement, c'est la régulation, mais dans ces cas-là, c'est plutôt la répression de la concurrence. Partant de là, si vous voulez, on s'aperçoit qu'il y a entre les 2 groupes une différence de langue. Google n'a globalement que faire de savoir que l'État français veut décider combien les étoiles peuvent apporter aux hôtels parce que le système de monétisation de Google se moque de devoir sortir 1 million d'euros. Pour l'État français, c'est une grande victoire. Donc, si vous voulez, cette différence de langue, là encore, témoigne bien que la négociation, je n'y étais pas malheureusement, ça m'aurait beaucoup amusé d'y être, mais témoigne bien de la différence de langue entre ces blocs. Et ça, je pense que c'est un élément à moindre mesure que vous devez garder en tête. Il ne faut jamais partir du principe
Et là encore, c'est très important que votre adversaire va penser les choses de la même façon. Parce que si vous faites ça, vous risquez d'être influencé par des biais qui potentiellement vont vous poser énormément de problèmes et qui, en plus de ça, vont vous encourager aussi parfois à emprunter des chemins où vous n'êtes pas à l'aise. Et je pense que en cela, la théorie du joueur d'échecs est beaucoup plus pertinente. Mais il faut faire extrêmement attention. C'est-à-dire que vous avez une illustration, vous avez remarqué, j'aime beaucoup mêler le droit et la littérature, je trouve que c'est toujours intéressant. Vous avez une illustration avec un ouvrage qui s'appelle Le joueur d'échecs, justement, de Stefan Zweig, et qui explique une passion pour les échecs qui en devient monomaniaque. Et le personnage est tellement brillant dans son domaine qu'il devient incapable de s'échapper aux règles qu'il connaît et qu'il devient incapable surtout de concevoir un système différent. La négociation, c'est la même chose. Si vous restez enfermé dans une considération trop juridique, que vous n'allez pas chercher au-delà ce que la personne veut vraiment, parfois des choses sans rapport avec le droit, vous risquez de passer à côté. Et là, je vais vous donner un autre élément. Un autre élément sur lequel j'ai été amené à intervenir, c'est la question du droit foncier dans les anciennes colonies françaises en Afrique. La particularité du droit français, c'est que c'est un droit écrit. C'est un droit écrit de tradition très ancienne, il est traçable, il est prouvable, et on peut au moins jusqu'au droit romain retrouver les différentes évolutions. Et il est donc particulièrement facile à mettre en place. C'est un droit qui est très intéressant, qui a écarté, à part les évolutions récentes, énormément d'erreurs. C'est la particularité d'avoir le même système de droit pendant 1000 ans. Ça permet quand même de régler pas mal de choses. Et en même temps, il a la particularité d'avoir été déployé sur suffisamment de sujets de droit pour en éliminer ce qui ne fonctionnait pas. Et l'idée française a été, au moment de la colonisation, d'importer en Afrique, dans les pays d'Afrique francophone, d'importer son modèle juridique, qui ne fonctionne pas. Qui ne fonctionne pas, pourquoi? Parce que la question du droit foncier, vous le savez, nécessite une trace écrite. Or, la tradition africaine est une tradition orale. Et je suis intervenu notamment en Côte d'Ivoire sur ces questions, parce que l'État a mis en place un système extrêmement prédateur, donc là on n'est plus dans un État colonial, on est dans un État indépendant. L'État indépendant de Côte d'Ivoire a mis en place un système demandant aux propriétaires de faire cadastraliser leurs terres. Me direz-vous, c'est formidable. La cadastralisation étant la base du déploiement d'un système économique moderne. Vous avez une parcelle clairement identifiée, vous pouvez l'hypothéquer. Si vous l'hypothéquez, vous entrez dans la bancarisation, vous vous développez, c'est formidable, tous les problèmes de l'Afrique sont réglés. Sauf que malheureusement, entre la pureté d'un système de droit trop parfait et les spécificités d'un pays, il y a souvent un mur, une frontière ou un univers parallèle. Et là, c'est ce qui s'est passé. On a donc demandé à des gens qui n'avaient aucune trace écrite, parce que ce n'est pas leur tradition, d'aller prouver de manière indéfinie, de manière imprécise, d'aller prouver l'usage de leurs terres. En fait, on a acté le fait que l'État ivoirien pouvait dépouiller sa population d'une partie de ses terres, des terres rurales, sur des gens sans défense. L'État pouvait donc faire main basse dessus. Et donc, on a régulièrement, pour éviter que la situation ne dérape, on a régulièrement donné des délais. C'est toujours le cas. L'État ivoirien prorogeant, donc on donne des délais, on recule l'échéance où les gens doivent, en théorie, venir identifier leurs terres. Et pourquoi? Parce qu'on ne parle pas la même langue. Intellectuellement, je veux dire. Quand on demande à quelqu'un qui n'a pas de trace écrite de venir prouver qu'il est bien propriétaire de sa terre, on lui envoie un message insultant. Parce qu'on lui dit notre système, qui est un système de droit écrit, est supérieur au tien. Or ça n'a aucun sens. Si on fait un parallèle avec ce que l'on présente à tort comme une des plus anciennes chartes des droits de l'homme, ce qui est présenté comme une des plus anciennes chartes des droits de l'homme, c'est la charte du Mandingue. Le Mandingue, c'est un empire de l'Antiquité africaine. Le Mandingue cadre ces populations. Il les répartit en groupes sociaux. Il fait en sorte que chacun y ait une place. Et il fait en sorte surtout que la parole, et donc la négociation, ait tout son rôle. Sauf que, quand on a une tradition orale, la preuve est orale. J'ai des témoins qui me garantissent que. Or, en France, on est sorti de ce système et on va dire que la parole d'un homme vivant vaudrait mieux que la peau d'un âne mort.
Cette drôle de citation, me direz-vous, nous dit quoi? Nous dit simplement que la parole d'un homme vivant, c'est-à-dire le témoignage, vaut plus que la peau d'un âne mort, c'est-à-dire une preuve écrite. Or, si vous voulez, pour sortir de ce système-là, il faut que l'écrit soit suffisamment stable et soit suffisamment sûr pour que l'on puisse prouver la propriété. Et donc, partant de là, le système mis en place en Côte d'Ivoire était inextricable. Et donc, la solution que l'on avait proposée, j'étais intervenu sur plusieurs conférences sur ces questions, j'en avais parlé avec des membres du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, c'était d'arriver à utiliser des groupes de réflexion importants à l'échelle des villages et de proposer aux gens des témoignages collectifs, mais en intégrant, pour éviter la dictature de la majorité, pour reprendre certains auteurs de sciences politiques, de faire en sorte que chaque individu, quand il n'y avait pas consensus, ait la possibilité d'échanger avec les autres et de dire précisément ce qui n'allait pas. Et ce système-là, bon, malheureusement, n'a pas été retenu et je le regrette, mais je pense que ça aurait été le moins mauvais des systèmes. C'est-à-dire que pour apporter des éléments de preuve, il n'est pas envisageable de faire en sorte que les individus se créent des preuves, donc ils créent des écrits à partir de rien pour démontrer une occupation antérieure. Ça n'aurait pas eu de sens. Et donc, à partir de là, le fait qu'ils interviennent ensemble aurait évité, au sein de groupes sociaux et de gens qui se connaissent, aurait évité, si vous voulez, que les individus ne soient dans une confrontation négative. Donc, l'idée était vraiment d'évacuer les tensions entre eux et que chacun comprenne qu'il avait intérêt à travailler avec les autres et donc à accepter des compromis, mais là encore, pas de compromission. Cette théorie, malheureusement, je vous l'ai dit, a été un échec. Je le regrette à titre personnel, mais j'ai ma conscience pour moi. J'ai proposé mon idée et après, chacun décidera. Ce qu'il faut que vous en reteniez, c'est que pour l'instant de mon propos, les fondements intellectuels de la négociation sont surtout du consensus. Et la recherche du consensus va fonctionner d'une manière extrêmement simple. Vous prenez vos dossiers, vous regardez très précisément ce que dit la loi. Comment vous pouvez exploiter cette idée? L'exploiter positivement. Un juriste est un porteur de vérité, même si ça donne une image extrêmement positive et très valorisante à notre activité, mais le juriste est un porteur de vérité. Il n'est pas là pour faire coller des éléments médiocres, des copinages ou tout ce que l'on a pu voir avec la réalité. Soit les éléments sont vrais, soit ils ne le sont pas. Une fois que l'on est arrivé à dépassionner les débats, le juriste ne doit pas être comme mon mauvais agent immobilier, il ne doit pas chercher à émouvoir la ménagère. Et bien, une fois qu'il est arrivé à couper dans tous les éléments qui sont extra-légaux, il regarde si dans ces éléments extra-légaux, quand même, il n'y en a pas certains qui pourraient être intéressants. Et ça, je pense que souvent, c'est ce qui permet d'emporter l'adhésion des gens. Le danger de nos sociétés et le danger de nos systèmes de droit, c'est d'arriver à des blocs, à des éléments bloqués où des blocs de gens s'affrontent sans que l'on n'arrive jamais à les mettre autour de la table. Vous prenez l'exemple des ZAD. Les ZAD en France sont des espaces que l'on appelle des zones à défendre, notamment Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire des endroits où des citoyens, de manière plus ou moins légale, vont s'engager pour protéger ces espaces. Est-ce que c'est légal? Non. Est-ce que l'État va envoyer des chars d'assaut pour écraser des écologistes qui défendent des grenouilles ou je ne sais quoi? Non, et heureusement, un État violent a toujours perdu face à sa population. Mais en même temps, le problème de ces ZAD, c'est que souvent, elles dégénèrent rapidement, et plus on les laisse s'installer, et pire est la sortie de crise. Si on prend l'exemple de Notre-Dame-des-Landes, il s'agissait pour l'État depuis très longtemps d'installer un aéroport et le projet a tellement traîné qu'aujourd'hui le projet d'aéroport n'a plus de sens et qu'on a donc décidé de l'installer ailleurs. Ce qui juridiquement est un échec. Mais quand on y réfléchit, c'est comme une négociation. Quand j'en parle avec mes élèves, quand j'en parle avec les gens auprès de qui j'interviens, je dis toujours que dans une négociation, soit on gagne, soit on apprend quelque chose. Et je pense que parfois, apprendre quelque chose est beaucoup plus intéressant que gagner. Dans l'exemple de tout à l'heure avec l'agent immobilier, la situation, malheureusement, s'est terminée sur un compromis non accepté et factuel. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est que l'argent en question, il était nécessaire de verser une provision. L'argent qui faisait l'objet du litige a été bloqué.
Au bout d'un an, la personne, la vendeuse, a accepté un déblocage aux conditions qui avaient été proposées au départ. Et la personne que je représentais pour sa part, on en a discuté, a fait un calcul extrêmement simple. Est-ce qu'il vaut mieux donner quelque chose à cette dame malhonnête et régler le problème? Tout le monde rentre chez lui, le problème est éteint. Ou au contraire, est-ce qu'il vaut mieux rester en justice, traîner pendant des mois, voire même des années? Pourquoi pas aller en appel, aller en cassation sur des choses ridicules et financièrement incohérentes? Donc, il a donc préféré en rester là, et je pense que c'était la décision de la sagesse. Est-ce qu'il a gagné? Est-ce qu'elle a gagné? Oui et non. Il a appris que la nature humaine, malheureusement, parfois bascule dans un compromis désagréable, mais en contrepartie, il n'a pas perdu non plus. Pour l'instant, en tout cas, j'espère que ce que je vous raconte n'est pas trop théorique et que les exemples que j'intègre arrivent en tout cas à capter votre attention. Je remercie en tout cas celles et ceux qui participent. Ce que j'aimerais rajouter, et c'est très important, c'est que cette question de la négociation est une thématique d'actualité pour vous, parce qu'au fur et à mesure vont s'affirmer, notamment face à une justice de plus en plus engorgée, la nécessité de la médiation. Or, il y a des négociations qui arrivent avant le contrat, négocier le contrat, vérifier les termes, vérifier si son applicabilité est conforme au droit. Mieux vaut éviter de proposer des contrats qui sont illégaux, même si parfois certaines collectivités locales le font. Mais en tout cas, éviter les contrats illégaux, contracter librement sans qu'on puisse vous attaquer. Et ensuite, il peut y avoir de ces contrats des négociations après coup, et ces négociations vont venir engendrer des nécessités de conciliation. Et c'est le point qui va, je vois que j'ai déjà pas mal parlé, c'est le point qui va venir refermer mon propos, c'est cette question croissante, si vous voulez, de la conciliation. Vous allez avoir des dossiers de négociation et de conciliation, potentiellement, je vous le souhaite, qui seront des dossiers à des millions d'euros. Mais c'est un petit peu comme les avocats pénalistes. Lorsque j'étais étudiant, ça fait quelques années, vous vous en doutez, tous mes camarades qui faisaient du pénal s'imaginaient qu'ils seraient les nouveaux Vergès. Maître Vergès, c'était ce grand avocat, seul contre tous, à la proue du navire de la bien-pensance qui défendait les autres. Bon, il a libéré des tortionnaires et des criminels, mais on était tous très fiers de lui. Mais malheureusement, le droit, dans les faits, c'est souvent des choses beaucoup plus simples, des petits échanges, des petites situations, des petits litiges de la vie quotidienne. Et là encore, je pense que à partir du moment où vous aurez une bonne approche, vous permettant positivement de regarder vos adversaires, d'être respecté et d'être respectable. Si vous commencez à mentir en invoquant des choses farfelues, vous ne serez pas respecté. Et être respectable aussi. Pourquoi? Parce que vous connaîtrez suffisamment vos dossiers. J'ai toujours traité de la même façon des dossiers qui représentaient des sommes d'argent très faibles et des dossiers qui représentaient des achats immobiliers plus importants, par exemple. Et je pense que c'est important aussi, quand on accepte quelque chose, on en est redevable devant soi et devant les autres. Le compromis, mais pas la compromission. Et donc, il faut vraiment retenir cette idée que, aujourd'hui, les droits ont tendance à intégrer, partout en Europe, au maximum, ça se développe, l'idée de clause de conciliation quand il y a des problèmes pour éviter d'ester en justice. Si vous arrivez à affiner, et vraiment, c'est ce que je vous encourage à faire pour les prochaines séances que nous aurons ensemble et où j'aurai le plaisir de vous écouter, quand vous aurez suffisamment de maîtrise pour vous placer dans ces idées de conciliation, vous aurez la possibilité d'accéder à des faits de droit et à des situations qui ne seront pas forcément mirobolantes au niveau financier, mais qui seront extrêmement intéressantes. Et donc, j'espère que vous vous souviendrez bien que le gladiateur et le conquistador ont très mal fini. Et par contre, même si ce n'est pas forcément une mauvaise chose, on préfère toujours un bon conciliateur à un mauvais guerrier. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez pris un petit peu de plaisir et que les questions sauront affiner les éléments si par hasard je n'avais pas été clair. Surtout, je vous remercie en tout cas. Voilà. Un grand merci à vous. C'était vraiment, enfin, pour moi, en tout cas, de ma part, c'était très très clair. J'ai pris une petite note. Un grand merci pour tout, pour tous les exemples, pour avoir rendu ça beaucoup plus vivant et plus imagé, parce que bon, c'est toujours un peu compliqué, sachant que nous, on n'a aucune base en négociation au sein de Saint-Louis.
Donc voilà, maintenant je propose qu'on ouvre la partie sur les questions-réponses. Posez vos questions dans le chat, je les mettrai, donc elles vont s'afficher sur l'écran pour que monsieur puisse les voir et y répondre une par une. N'hésitez pas à poser vos questions, je sais qu'il y a aussi le live Facebook, donc si les personnes sont sur le live Facebook, vous pouvez aussi poser vos questions dessus et on y répondra ici également. Donc voilà, je vais mettre... Hop. Voilà, on a la première question ici. Je vous laisse répondre. Je crois que votre micro est éteint. Encore. Excusez-moi, la vieillesse est un naufrage, je pensais l'avoir réactivé. Alors, c'est une excellente question. Est-il possible de démarrer une négociation si l'une des parties n'est pas du tout disposée à faire de même? Je pense que vous avez totalement raison, c'est un vrai problème. Dans ces cas-là, et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir une approche bienveillante par rapport aux autres, il ne faut pas oublier que parfois vous pouvez avoir affaire à des gens qui ne sont pas des professionnels du droit. Et même si vous n'êtes pas tenu de conseiller les autres, c'est toujours intéressant d'expliquer à la personne que refuser une négociation peut la priver de sa possibilité de faire entendre sa voix. Dans le cas immobilier que j'ai développé, puisque c'est un élément auquel vous serez tous potentiellement amenés à être confrontés, lorsqu'il y a un litige résultant d'un acte assigné ou en cours de signature, il est obligatoire, la conciliation est obligatoire. Si vous refusez d'aller à la chambre des notaires ou de vous y faire représenter en France, on considère que vous acceptez ce qui est proposé. Donc dans ces cas-là, si vous refusez la négociation, même si vous y allez pour rien, vous y allez, vous dites que vous refusez, vous envoyez quelqu'un qui le fait pour vous, ça règle le problème, ça n'avance pas, après il faut aller en justice, c'est souvent très compliqué. Donc en effet, oui, il est possible de démarrer une négociation. Il ne faut pas oublier, si vous voulez, que les échanges perdus sont ceux qu'on ne tente pas. Vous avez parfois des situations où vous allez être amené à proposer des choses qui vont être refusées. Mais il vaut mieux toujours ne pas avoir le résultat escompté plutôt que d'être triste de ne pas avoir essayé. Donc, à votre question, est-il possible de démarrer une négociation si l'une des parties n'est pas du tout disposée à faire de même? Oui, en lui rappelant que soit ça peut être dans son intérêt de le faire, soit aussi que si elle refuse, malheureusement, en fonction de la matière, ça peut avoir des conséquences lourdes pour elle. C'est l'exemple type. Vous avez un litige quelconque en droit bancaire avec votre téléphone portable, votre propriétaire ou je ne sais quoi, vous refusez la négociation ou il refuse, eh bien, la personne qui refuse a tort. Donc, il vaut mieux parfois essayer de parler sans aller dans une situation qui se solutionne comme on peut le souhaiter. Il vaut mieux essayer plutôt qu'avoir perdu d'avance. Un grand merci. Hop, attendez, je vais aller dans les questions. Ah bah voilà, merci. Avec plaisir. Hop, voilà, je vois qu'il y a des questions encore qui vont arriver. Je vois que ça type. Ça va arriver. Ah. Alors, prochaine question. Ah, de notre président. Alors, je vous remercie pour cette intervention. Donc, vous me demandez, dans le cadre de ces négociations perdues d'avance, pensez-vous qu'il est toujours néfaste d'abandonner? À titre personnel, je n'ai jamais rien abandonné. Alors, je vous avoue que le résultat n'était pas toujours à la hauteur de ce que je pouvais espérer, mais j'ai toujours trouvé formateur d'essayer quand même. Je pense que c'est très important, si vous voulez. Souvent, on peut obtenir des choses auxquelles la personne n'a pas pensé. Je vais prendre un exemple extrêmement simple. Il y a parfois des offres qui ne sont pas conformes aux attentes. Si on reprend l'exemple des biens immobiliers, vous cherchez un appartement d'une certaine taille, il y en a un autre qui vous est proposé, il ne correspond pas au niveau financier notamment. Vous avez deux possibilités, soit vous passez à autre chose, et donc en effet vous avez perdu, soit au contraire vous allez proposer une offre en dessous, vous allez discuter, vous allez proposer, faire valoir vos arguments, peut-être que ça permettra de faire avancer les choses, et pour vous ou pour l'autre personne. Après, je ne pense pas qu'il y ait vraiment, en effet, que ce soit, comment dire, néfaste d'abandonner. Personnellement, je pense, et ce que vous me dites me fait penser à quelque chose, en effet,
J'abandonnerais une négociation si j'estimais qu'elle était biaisée. C'est-à-dire que parfois, on ne peut pas tout négocier. Je n'envisagerais pas de négocier dans des situations que j'estimerais inacceptables. Je suis intervenu en Afrique à l'invitation d'un syndicat de planteurs de café cacao, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure dans le cadre des conflits fonciers. Il y a une particularité dans cette industrie, c'est que, et des articles récents l'ont remis à jour, certains groupes, principalement des groupes européens, vont en Afrique et utilisent le travail des enfants. Je n'envisage pas un instant, clairement, je n'envisagerai pas un instant de négocier le travail des enfants aujourd'hui. Donc, dans ces cas-là, je préférerais abandonner une négociation qui porterait sur ces questions plutôt que de me lancer dans une espèce de course comme dans le mythe de Faust où le démon Méphistophélès essaie d'obtenir quelque chose et le pauvre Faust finit par séduire une jeune femme et termine en enfer. Je vous avoue que personnellement, l'enfer ne me tente pas, surtout si c'est un enfer juridique peuplé d'articles de loi et de jurisprudence. J'ai déjà barboté assez dedans. Donc, je pense en effet que, en règle générale, abandonner n'est pas une bonne chose, sauf vraiment si ça devait me choquer trop et si je devais trouver la matière inacceptable. Ah, merci beaucoup. Alors, troisième question de notre VP Marketing. Alors, pensez-vous que nous devons considérer la personne avec qui nous négocions comme un adversaire ou plutôt comme un collaborateur? Quelle considération selon vous la plus productive? Alors, c'est une excellente question. Je pense qu'il ne faut sincèrement pas voir l'autre comme un adversaire. Quand on voit l'autre comme un adversaire, on met quelque chose de personnel dans l'échange. Quand on met quelque chose de personnel dans un échange, on le corrompt. Et au niveau juridique, ça pose un vrai problème. Si nous avons un échange intellectuel, je ne suis pas là pour vous vaincre, je suis là pour vous prouver que j'ai raison. Et vous aussi. Donc nous ne sommes pas adversaires. Les adversaires, c'est la controverse de Valladolid, quand on va avoir deux réflexions différentes pour savoir si les Amérindiens ont une âme ou pas. Et l'adversaire renvoie toujours à un vocabulaire guerrier. Or, pour moi, la guerre n'est pas une bonne chose au niveau de la négociation parce qu'elle crée des tensions. Et ajoutez aussi que quand on est confronté à quelqu'un en tant qu'adversaire, on peut le bloquer contre soi. Et si on le bloque contre soi, si on commence à intégrer des considérations personnelles, on a perdu la négociation parce que l'autre va peut-être arrêter d'échanger justement parce qu'on va sortir du domaine du droit et on va basculer dans un système trop intime. Et ça pose des problèmes. Un juriste est l'instrument du droit. Il est guidé par la raison, c'est sa boussole, mais c'est l'instrument du droit. Sinon, il bascule du côté politique, c'est un peu le côté obscur de la force, si vous voulez, et ça pose quelques problèmes. Est-ce que par contre l'autre est un collaborateur? Je ne le pense pas directement parce que l'autre n'est pas là pour apporter de la matière à votre moulin. Il est là pour essayer, normalement, s'il fait correctement son travail, de trouver la moins mauvaise des solutions. Il est là pour trouver un compromis. Donc, pas du tout adversaire déjà, pas vraiment collaborateur, je dirais plutôt qu'il est là comme un autre scientifique. Et c'est une idée un peu intéressante qui me semble être la plus productive, c'est que des scientifiques qui réfléchissent ensemble de manière méthodique, même en philosophie, on a une approche très scientifique, une approche très factuelle, en droit aussi, eh bien, on peut avoir des gens qui réfléchissent ensemble sur un même sujet, qui ont des points de vue différents, et c'est parce qu'ils sont en compétition intellectuellement les uns avec les autres. Il ne s'agit pas de faire brûler son voisin quand on n'est pas d'accord et de réouvrir le procès de Galilée, mais vraiment de chercher à montrer comment des individus qui pensent ensemble autour d'un sujet peuvent l'aborder différemment. Donc ni adversaire ni collaborateur, je dirais plutôt engagé dans une saine compétition. Alors souvent, on vous expliquera que la compétition n'est pas une bonne chose. Je pense personnellement que être en compétition avec les autres, donc ni adversaire ni collaborateur, on va dire, on est en quelque sorte co-auteur. S'il faut trouver un terme, je dirais qu'on devient co-auteur de la décision ensemble. Chacun essaie d'apporter sa pierre à l'édifice, un peu comme une grande symphonie. Et quand tous les instruments arrivent à s'accorder, on arrive à faire quelque chose de productif. Un grand Avec merci. plaisir. Alors, question suivante. La voici.
Pensez-vous, comme Jacques Vergès d'ailleurs, qui utilisait comme vous la métaphore du jeu d'échecs, que la justice est un jeu et que par conséquent la négociation est un jeu? C'est une excellente question et je vous remercie de me la poser. Je dois vous dire que la première fois que j'ai vu Jacques Vergès, je l'ai trouvé terrifiant et il m'a fait de la peine. Terrifiant parce que c'est une personne qui était capable d'en détruire une autre sans sourciller. Terrifiant pour ça. Et en même temps, il m'a fait de la peine justement parce qu'il était capable de faire ça. Et je me suis demandé comment on pouvait, par devant soi, il ne faut jamais faire les choses pour les autres. C'est toujours un peu triste de faire les choses pour les autres. Je pense que quand on fait les choses pour les autres, on se détruit. Et je pense que c'était comment dire, la damnation faustienne de Vergès, c'est que justement, il a vu le droit comme un jeu, et en voyant cette idée comme un jeu d'échecs, il a oublié que derrière les pièces, il y avait souvent des fous qui se prenaient pour des reines, et que ces personnages-là étaient souvent les plus dangereux. Et je me dis peut-être qu'à la fin de sa vie, il a pris conscience de tout ce qu'il a pu faire, il a appliqué un système, il en a vu les failles, il a reconnu que le droit était imparfait et il a fait gagner cette imperfection en faisant acquitter. C'était un très brillant avocat, je ne lui enlève rien, mais en son âme et conscience, je pense que ça devait lui poser problème. Et donc à titre personnel, je pense que la négociation est un jeu dans la mesure où elle permet de se dépasser. Je pense qu'il faut être toujours en compétition. Mon premier adversaire, c'est moi-même. Je ne pense pas qu'il faille être en compétition avec les autres, il faut être en compétition avec soi. C'est ce que je disais tout à l'heure au début de cet atelier. C'est parce que l'on échange les uns avec les autres, c'est parce que l'on prépare ses dossiers que l'on se remet en question et que l'on avance. Si un jour j'arrête de préparer mes dossiers, j'arrêterai de venir au bureau et je resterai chez moi à faire pousser des roses. Mais au niveau de la négociation, en tout cas, il me semble fondamental de se renouveler continuellement. Donc pour moi, oui, c'est un jeu, sauf que mon adversaire, c'est moi-même. Merci beaucoup. Alors, question Plaisir. suivante. D'expérience, pensez-vous qu'une négociation nécessite obligatoirement que les interlocuteurs soient extravertis ou pensez-vous qu'une personne introvertie peut atteindre les mêmes résultats? Je vais vous répondre par mon expérience personnelle, ça surprend toujours mes étudiants, mais quand j'étais enfant, j'étais tellement angoissée que je bégayais. Et donc j'ai appris, si vous voulez, à dépasser cette peur et à toujours donner un visage qui corresponde à ce que je veux faire. Si vous voulez, pour répondre à votre question, je vous renverrai encore vers un ouvrage. Je pense que vos professeurs de littérature vont apprécier reprendre cette petite parenthèse d'échange. C'est un ouvrage de Chaderlos de Laclos qui s'appelle Les liaisons dangereuses. Dans Les liaisons dangereuses, vous avez un beau personnage de femme qui est Madame de Merteuil et qui écrit que quand elle était très jeune, comme elle n'avait pas de pouvoir puisque les femmes étaient déconsidérées, eh bien son seul pouvoir c'était de maîtriser son corps et de modeler son image. Je pense qu'il faut faire exactement la même chose. On n'aura jamais besoin d'un interlocuteur introverti ou extraverti. On aura besoin d'un interlocuteur qui soit capable, non pas d'être lisse, mais d'incarner les idées qu'il veut défendre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour éviter de basculer dans la compromission, il faut accepter ce que l'on est et accepter aussi ce que l'on dit. Et donc, si votre nature, c'est d'être introverti, vous arriverez à capitaliser dessus, vous arriverez à en prendre des forces, comme je vous l'ai dit, lorsque j'étais jeune, je bégayais parfois quand j'étais obligé de parler en public, ce que depuis j'ai appris à corriger. Après, je me méfierais plutôt des natures extraverties qui parfois vont avoir tendance, comme notre bon agent immobilier, à aller trop loin et à se mettre en danger. Je pense que le lien entre les deux, c'est l'équilibre du funambule. C'est-à-dire que notre nature, c'est le fil entre deux montagnes, et nous sommes tous un peu introvertis, nous sommes tous un peu extravertis, et le lien qui est tendu entre les deux, c'est le fil de notre raison. Et tant que nous avançons dans la raison, il n'y a pas de problème que l'on bascule. Donc le vrai danger, pour répondre en deux mots à votre question, c'est que justement l'interlocuteur doit être ce qu'il veut être et surtout il ne doit jamais perdre l'idée d'être raisonnable. Je me méfie toujours d'un interlocuteur qui n'est pas raisonnable alors que je peux trouver des interlocuteurs introvertis ou extravertis formidables. Alors, avant de passer à la question suivante, je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit, parce que du coup, ça, je me suis posé la question également. Est-ce que selon vous, du coup, on doit, disons, porter un masque ou se
changer, entre guillemets, par rapport à la personne qu'on a devant soi? Est-ce qu'on doit un peu se métamorphoser en fonction du dossier ou en fonction de la personne qu'on aura devant soi? Ou alors justement, juste, on va dire un peu justement, si par exemple je suis plus introvertie, un peu enlever ce caractère de ma personnalité, mais le garder parce qu'il peut être à mon avantage. C'est une excellente question. Je pense que l'idée n'est jamais de travestir ce que l'on est vraiment, mais de développer son capital personnel. Si on reprend mon exemple, lorsque j'étais enfant, j'étais très mal à l'aise à l'idée de parler en public. J'aurais jamais pu devenir enseignant ou faire quoi que ce soit sans être capable de m'exprimer. Donc j'ai travaillé sur moi, parfois de manière complexe, hein, pour arriver à surmonter ces sentiments-là. Et donc je n'ai pas travesti ce que j'étais. J'ai capitalisé sur moi, j'ai fait en sorte de dépasser mes faiblesses pour en faire des forces. Et finalement, c'est devenu des forces dans la mesure où je peux expliquer aujourd'hui à des élèves ou à des étudiants qui ont eu les mêmes problèmes. J'ai eu beaucoup d'étudiants journalistes notamment qui, pour certains, étaient très timides. Or, on ne peut pas, quand on veut être journaliste, être très timide. Donc, je ne leur ai jamais dit, trahissez ce que vous êtes. Je leur ai dit, capitalisez sur vous-même, réfléchissez à pourquoi vous êtes stressé, cherchez ce qui vous stresse et dépassez-le. Et ça, c'est aussi ce que je dis à des étudiants et des élèves qui présentent des oraux. On ne vous demande jamais de présenter un personnage en carton aux autres, parce que les personnages en carton sont des imposteurs. Et un imposteur, on le démasque dans une négociation. Et si ça vous arrive au moment de l'échange, c'est fini. Vous avez basculé du compromis vers la compromission, vous vous êtes corrompu vous-même. Et je pense que ça, c'est vraiment le danger principal. Donc, ce qu'il faut faire vraiment, c'est chercher à être soi-même. Vous savez, on est dans une société amusante où on cherche toujours à ressembler aux autres. On cherche à être aimé par les autres. On cherche à être conforme aux autres. Mais regardez les gens conformes, regardez les gens conventionnels. On en fait des stars de pacotille et au bout de 3 mois, on les a oubliés. Maître Vergès, on en parle encore aujourd'hui, alors que c'était pas un personnage qui collait au cadre classique et qui, en même temps, a été capable de défendre des monstres. Mais comme il était lui-même dans ce comportement, horrible, mais lui-même, on s'en souvient encore. Donc, c'est ce que j'aurais plutôt tendance à recommander, soyez vous-même, c'est une sorte de connais-toi toi-même en quelque sorte. Merci beaucoup. Avec plaisir. Question suivante. La voici. Selon vous, comment rééquilibrer une négociation que l'on sent vouée à l'échec afin de ne pas abandonner? Ce que je vous ai dit tout à l'heure a en quelque sorte répondu partiellement. Ce que je vous conseille dans ces cas-là, c'est de vous demander si vous gagnez ou si vous apprenez. Si vous avez l'impression que la négociation est vouée à l'échec, demandez-vous pourquoi. Objectivement, le seul vrai échec, c'est quand on refuse de négocier sans raison. Si vous avez face à vous quelqu'un qui vous explique qu'il va remplacer un problème par un autre, en effet, c'est une forme d'échec, mais ce n'est pas votre faute. Et c'est ce qui s'est passé notamment, je vous parlais tout à l'heure de la controverse de Valladolid, c'est un vrai procès religieux qui a existé et qui a opposé des individus au sein de l'Église pour décider si les Amérindiens fraîchement découverts, si je peux dire, avaient une âme ou pas, s'ils pouvaient être réduits en esclavage. Et donc à la fin, la solution suite à cette négociation intellectuelle a été horrible, puisqu'on a dit oui, les Amérindiens ont une âme, donc on ne peut pas les réduire en esclavage. Et comme on ne peut pas les réduire en esclavage, on va remplacer cette main-d'œuvre par l'esclavage africain. Et donc on a remplacé un problème affreux par un autre problème affreux. Et là, en effet, la négociation semblait vouée à l'échec. Il était peu probable qu'à l'époque, on renonce à une manne financière aussi forte sous couvert de bons sentiments, et c'est dommage. Donc je pense qu'ici, comment rééquilibrer une négociation que l'on sent vouée à l'échec, déjà c'est se demander pourquoi. Qu'est-ce qui fait que cette négociation m'échappe? Est-ce que je ne la comprends pas? Est-ce que aussi je ne peux pas directement faire en sorte de demander à l'interlocuteur? Ça m'est déjà arrivé dans des négociations où j'avais face à moi un interlocuteur que j'estimais déraisonnable, mais pas déraisonnable au sens négatif, hein, déraisonnable au sens où je n'arrivais pas à comprendre son système. Et donc je lui ai dit, mais concrètement, que voulez-vous? Et là, je pense que c'est quelque chose qui peut marcher. C'est-à-dire que parfois, tous les négociateurs ne sont pas des génies du mal capables d'anticiper sur 12 coups, comme les meilleurs joueurs d'échecs, ce qui va être envisagé par les autres. Parfois, une question simple suffit. Qu'est-ce que vous attendez?
Pourquoi est-ce que vous voulez négocier? Quel est votre objectif? Et souvent, je pense, et c'est pour répondre en 2 mots à votre question, je ne sais pas être trop long, et puis il y a d'autres questions, mais vraiment ce que je vous recommanderais, c'est de demander à l'autre, et souvent c'est très déstabilisant au cours de l'échange, dites-moi ce que vous voulez. Concrètement, repartons de là, arrêtons ce que l'on a dit, dites-moi ce que vous voulez, et on essaie d'avancer. Donc, comment rééquilibrer une négociation que l'on sent vouée à l'échec pour ne pas abandonner? Se dire pragmatiquement, si vous ne faites rien, vous avez perdu et rien n'avance. Essayez le tout pour le tout positivement en disant, eh bien, dans ce cadre-là, qu'est-ce que vous me proposez? Qu'est-ce que vous voulez? Comment on peut en discuter? Ah bah les questions commencent à arriver en masse. Question suivante. Lorsque la partie en face est mal représentée, voire négligée, nous donnant l'occasion de prendre fortement l'ascendant, considérez-vous que nous avons un devoir éthique à en informer la dite partie ou doit-on faire passer notre profit avant tout? C'est une excellente question. Je me suis tenté de vous répondre par une petite botte secrète en vous disant que si j'avais recherché mon profit avant tout, j'aurais fait autre chose, parce que dans beaucoup de dossiers, je l'ai fait gratuitement par intérêt personnel et par intérêt intellectuel. Non, je pense plus sérieusement qu'ici, il y a un problème, vous avez raison, lorsque la partie est représentée par quelqu'un de mauvais, il faut se demander pourquoi la personne est mauvaise. Est-ce qu'elle est mauvaise parce qu'elle est incompétente? C'est possible. C'est l'ami à qui on demande d'intervenir parce qu'on n'a pas le choix. Et dans ces cas-là, la personne en question n'est pas forcément responsable, ou est-ce qu'elle est mauvaise parce qu'elle a de mauvaises intentions? Et là, c'est souvent le cas, malheureusement, il y a des professionnels du droit qui sont mal intentionnés, qui vont chercher, notamment sur des gens en état de faiblesse en immobilier, c'est courant, des gens âgés ou autres. Et j'ai même eu en effet une fois une personne qui me dit, oui, vous savez, la cliente est âgée, on doit pouvoir négocier entre nous. Personnellement, je ne m'abaisserai pas à dépouiller une personne âgée. Me mettant à sa place, je trouverais lamentable qu'on le fasse. Si c'était un de mes proches, ce n'est pas pour le faire aux autres. Non, je pense, si vous voulez, que là, vous aurez dans les faits automatiquement un ascendant à partir du moment où l'autre comprendra que vous connaissez votre dossier. Donc vous aurez un ascendant de fait parce que vous êtes compétent. Et si vous avez appliqué mes petites règles du départ, vous ne vous serez jamais abaissé, vous ne vous serez jamais dégradé en faisant des choses idiotes ou malhonnêtes. Donc vous aurez de fait un ascendant. Après, dans ces cas-là, si la personne était vraiment malhonnête et que je me rende compte publiquement qu'elle malmenait la personne qu'elle représentait, je le dirais, en effet, et j'insisterai même pour que ce soit consigné. Après, si vous voulez, je pense que ça dépend aussi beaucoup de la personne qui vous fait intervenir. C'est-à-dire que si la personne qui vous fait intervenir est tout aussi malhonnête que la personne qui négocie contre vous en face, en effet, c'est un combat de crapules et là, ça devient problématique. Mais si vous choisissez vos affaires, parfois, j'ai refusé d'intervenir quand c'était trop glauque ou des choses comme ça, j'ai refusé d'intervenir. Eh bien, normalement, vous avez un ascendant moral évident, vous avez un ascendant intellectuel aussi parce que vous interviendrez en tant que professionnel, mais après, la personne normalement en face devrait se calmer rapidement toute seule. Même les médiocres, tôt ou tard, prennent conscience de leurs conditions. C'est ce qu'il faut leur souhaiter, en tout cas, pour qu'ils puissent rebondir et s'en sortir. Merci. Alors, question suivante. Selon vous, faut-il accepter une offre lors d'une négociation, même si elle ne correspond pas à nos attentes, de peur de repartir avec moins que ça, ou plutôt essayer d'amener un nouveau point à la négociation? C'est une excellente question, Jessica, à laquelle je suis confrontée à peu près tous les jours parce que je suis passionnée aussi d'investissement boursier et c'est exactement la question que je me pose à peu près tous les jours lorsqu'il faut que je décide si je préfère attendre une remontée de valeur boursière ou si je me décide à sortir avant. Je vais essayer de répondre un peu plus vite, je vous promets. Alors, concrètement, ce que je vous encourage à faire, c'est déjà, quand vous préparez votre négociation, vous avez toujours envisagé avant, comme un joueur d'échecs, comme une joueuse d'échecs dans votre cas, vous avez toujours envisagé plusieurs scénarios. Le premier, c'est j'obtiens tout ce que je veux. Celui-là, ne le détaillez pas trop, il ne fonctionne jamais. C'est le lapin blanc d'Alice au pays des merveilles. On l'attend tous les jours dans le parc, mais il n'apparaît jamais. Prévoyez un scénario intermédiaire, c'est j'obtiens une partie. Pas tout, mais une partie.
Quels sont les éléments les plus importants, ceux avec lesquels je ne veux pas négocier? Clairement, c'est la sécurité du dossier. Si la personne vous dit dans une semaine, je vous donne mon accord, mais je refuse de signer aujourd'hui, ça sent très mauvais. Ça veut dire qu'au bout d'une semaine, elle va vous dire qu'elle n'a jamais rien dit. Donc, le scénario intermédiaire, il faut le préparer avant. J'envisage de remettre des idées, ce que j'accepte, ce que je n'accepte pas. Et le scénario du pire, c'est le minimum. Je ne gagne rien, je ne perds pas forcément quelque chose, mais je peux l'accepter si vraiment c'est trop mauvais. L'idée d'attendre que ça rebondisse, c'est très délicat et souvent ça n'arrive jamais. Donc vraiment, ce que je vous conseille, vous préparez 3 scénarios possibles. Le meilleur, vous ne le développez pas trop, c'est tout ce que vous aimeriez obtenir, vous vous en servez au début dans un effet de manche. Je vous demande de faire toutes ces choses. La personne dira non sur la moitié des points, elle fera le scénario du milieu, vous aurez gagné, tout le monde sera content et elle aura l'impression d'avoir fait progresser les choses. Et le pire scénario, c'est celui en dessous duquel vous ne pouvez pas descendre, notamment pour des raisons économiques. Essayer d'amener un nouveau point à la négociation, c'est délicat, et surtout essayer d'amener un point à la négociation, c'est une prise de risque énorme parce que ça peut laisser croire en face que vous n'avez pas maîtrisé vos dossiers et qu'à partir de là, les éléments que vous allez mettre en avant, eh bien, se découvrent au fur et à mesure. C'est problématique. Avec plaisir. Alors, voici. Comment trouver un équilibre entre ce que l'on a comme objectif de résultat en tête et ce qu'on pourrait et devrait laisser tomber pour trouver un accord avec l'autre? Alors, c'est une excellente question, je vous remercie. Ce que je retiens à titre personnel, c'est quels sont les éléments totalement objectifs en dessous desquels la négociation perd son intérêt. Ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la négociation immobilière, si à la fin de la rencontre, on avait acté tout et n'importe quoi, soit il y aurait eu un procès, et donc là, le coût aurait été gigantesque et ça n'aurait été qu'une perte de temps et d'argent, donc ça, on aurait laissé tomber, soit parfois, il faut laisser du temps au temps. En fonction des situations, parfois, les laisser bloquer peut régler les problèmes en disant, voilà, vous êtes une partie de mauvaise foi, vous ne pouvez pas le dire comme ça, mais vous dites à la personne d'en face qu'elle témoigne d'un fort engagement en faveur du blocage, c'est une manière de dire qu'elle refuse d'échanger, et donc à partir de là que vous n'acceptez pas que vous n'acceptez pas ce qu'elle propose, et donc dans ces cas-là, la situation est bloquée. Et ça peut encourager l'autre à revenir, à revenir sous sa barre de ses objectifs, parce que si personne ne veut rien lâcher, on n'avance pas. N'hésitez pas, par contre, ce que je trouve intéressant, c'est toujours à être prêt de lâcher quelque chose qui permet à l'autre, même si ce n'est pas financier, d'avoir l'impression qu'il a raison. Et là-dessus, je pense que l'on peut prendre un exemple que j'aime beaucoup et que certains de mes amis libéraux aimeront beaucoup. Ce sont les réponses de l'URSSAF. Les URSSAF, ce sont des caisses qui gèrent les cotisations des entreprises. Elles ont une particularité, c'est que quand elles font une erreur et que vous le leur montrez, elles commencent toujours par vous répondre que vous êtes débouté de votre demande. Et ensuite, dans les éléments dont elles vous informent qu'en fait, elles ont intégré les éléments dont vous avez dit qu'ils étaient faux, elles les ont corrigés, mais en vous déboutant avant. Et donc là, je pense que souvent, le premier objectif, c'est ça, ce serait la méthode de l'URSSAF, si je peux dire, c'est essayer de voir comment vous pouvez faire en sorte que l'autre, déjà, dise que vous avez tort, mais en fait, prenne toutes vos solutions, il est content et tout le monde est content. Et donc, pour trouver un équilibre entre ce que l'on a comme objectif de résultat et ce qu'on peut laisser tomber, c'est déjà ce que moi, je suis prêt à accepter à titre personnel. Quand je négocie, je n'ai pas d'orgueil, si vous voulez. Je ne négocie pas pour les autres. Je négocie pour l'intérêt de la personne qui me demande d'intervenir. Donc, si la personne est satisfaite, je suis satisfait. Je ne suis pas Don Quichotte, je ne me bats pas contre des moulins, si vous voulez. Mais par contre, il faut voir ensuite au niveau financier, si les éléments restent légaux, je refuserai de transiger sur un élément légal. Ça a déjà été le cas, ça a déjà été proposé. L'exemple type, c'est je ne peux pas augmenter mon offre de prix, mais je suis d'accord de donner à la personne une partie financière sans dire d'où viendrait cet argent. Pas de ça avec moi. Soit c'est dans le contrat, soit ça n'existe pas. Donc la partie que je serais prêt à laisser tomber sans hésitation, puisque pour moi elle n'existe pas, c'est tout ce qui est extra-contractuel notamment. Donc vraiment, réfléchissez ce que moralement vous pouvez accepter, ce que financièrement vous pouvez accepter, et ce qui peut faire plaisir à l'autre pour s'en sortir.
Merci beaucoup. Du coup, j'en profite pour poser une question aussi, vu que j'ai pas accès au chat en fait. Une question qui est purement pratique. Durant la négociation, est-ce que il y aurait des styles de phrases, ou de tournures de phrases ou de mots à ne pas dire, de par risque de soit bloquer la personne qu'on a en face de soi ou de soi-même se mettre à défaut dans ce qu'on va demander? Est-ce que du coup, il y a certaines façons d'amener les choses ou de se comporter, ou même des phrases types ou des mots juste à sortir de son vocabulaire lors d'une négociation? Non. Je pense que le premier, enfin, oui, 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 c'est non. C'est-à-dire que la première chose, c'est de ne pas dire non. Si vous dites non à quelqu'un, vous le refermez même si vous avez raison. Commencez toujours quand vous recevez un argument, comme je le fais avec les questions. Vous prenez la question et pendant que vous réfléchissez à la réponse, vous la reformulez avec vos propres mots. Ce qui peut vous permettre aussi d'infléchir la pensée de l'autre quand vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs possibilités d'interprétation. Et à partir de là, lorsque vous répondez, faites en sorte d'amener plutôt des éléments qui vont vous sembler les plus cohérents. Concrètement, si vous avez l'impression que l'argument avancé par l'autre n'a pas de sens, vous ne pouvez pas le lui dire directement. Donc vous allez lui dire non, je refuse votre argument. Et il est bloqué, et vous n'avancez plus, et vous finissez en justice, et vous partez pour 10 ans de procès, et personne n'est jamais content. Vous reprenez ces mots, vous n'hésitez pas à demander. Je ne suis pas certain d'avoir compris ce que vous voulez exactement. Et une fois que la personne vous a dit ça, vous dites, est-ce que vous seriez prêt à ce qu'on l'écrive? Et il ne faut pas hésiter, quand il y a certains éléments importants, à demander à ce que ce soit noté. Est-ce que vous seriez prêt que l'on écrive ces choses? Si la personne est prête à noter des éléments, c'est souvent des éléments très simples. C'est-à-dire, vous avez évoqué le chiffrage de tout à l'heure, par exemple, quand j'en ai parlé pour évaluer le préjudice, j'ai demandé à ce que le chiffrage qu'il avait évoqué soit noté. Ce qui m'a permis ensuite de prendre mes mails et de lui montrer concrètement que l'attestation qu'il avait faite et qu'il avait signée était différente. Et là, j'avais déjà gagné, si vous voulez, intellectuellement, parce que juridiquement, il savait bien, même s'il était incompétent, qu'un professionnel fournissant à un particulier des informations erronées pour remporter son consentement, c'était grave. Et même aujourd'hui, s'il entend cette petite conférence, il est possible que je lui envoie le lien pour le lui rappeler, eh bien, qui n'a pas forcément envie que je republie ou que je publie ces informations. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut vraiment que vous reteniez, c'est qu'il faut éviter au maximum de braquer l'autre. Mais à un certain moment, négocier, ce n'est pas non plus ramper devant la personne en acceptant tout. Vous laissez la personne présenter ses choses, vous lui demandez aussi quand c'est possible, et vous n'hésitez pas à le faire vous-même, comme je l'ai fait au fil de ma conférence, pour que ce soit le plus structuré possible, toutes les quelques idées, alors ça dépend du volume de propos, mais vous reformulez les idées. Vous les reformulez, vous faites une synthèse pour rappeler les éléments forts de votre propos. Parce que là, j'ai la chance d'avoir affaire à des gens extrêmement studieux qui prennent des notes, mais dans le cadre des négociations, on peut avoir affaire à des gens dont on se demande s'ils savent tous lire ou écrire parfois, ou simplement s'ils veulent bien écouter que l'autre ait un avis différent. Ce qui peut être compliqué. Donc le fait de reformuler permet aussi de montrer que vous maîtrisez vos dossiers. Et ce que vous pouvez utiliser qui marche bien, c'est je ne comprends pas votre point de vue. Je ne comprends pas votre point de vue, c'est très efficace. Parce que la personne va voir que vous êtes un interlocuteur responsable, et si vous lui dites je ne comprends pas votre point de vue, elle va prendre conscience qu'il y a potentiellement un problème. Et donc ça, je pense que c'est extrêmement intéressant aussi parce que ça va permettre, si vous voulez, de montrer ce qui va et ce qui ne va pas et ne pas hésiter aussi à dire, écoutez, vous avez exposé, et on peut faire ça aussi, vous avez exposé un raisonnement extrêmement intéressant, mais il y a un point dont je ne comprends pas la pertinence. Vous n'avez pas dit qu'il était incohérent. Vous avez dit que vous ne compreniez pas la pertinence de ce point. Et vous expliquez pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi vous avez évoqué ce montant et lorsque je procède au calcul, je trouve une différence. Et il me semble que c'est parce que les montants ne sont pas différents, que les montants sont différents, pardon. Je ne comprends non pas pourquoi il y a deux attestations différentes que vous avez rédigées. Et présenté comme ça passe. Un tout grand merci. Avec plaisir. Alors, question suivante.
Il y a une technique qui consiste à garder le silence afin d'obtenir une réponse de l'autre partie. Qu'en pensez-vous? Et avez-vous d'autres techniques de négociation? Encore merci pour votre présentation. Je vous remercie. Alors, vous l'avez remarqué, je vous avoue que le silence n'est pas mon fort. Les élèves le savent, il est très très rare. Il est plus facile de m'entendre parler que de m'entendre être silencieux, même si c'est un peu étrange. Euh, je ne suis pas favorable du silence. Mais c'est vrai que j'apprécie toujours, ça c'est probablement le côté joueur d'échecs, mais j'apprécie toujours de laisser les autres commencer. Alors j'ai une particularité, je ne vous l'ai pas dit, mais mon père a été un très grand joueur de poker. Et donc on a eu des conversations très intéressantes sur le poker et sur le moment où il fallait déballer ses cartes, en quelque sorte. Et donc, cette idée, si vous voulez, de garder le silence, c'est le moment pour moi, en tout cas ça me fait penser à ça, où on garde les cartes dans la main et où l'adversaire commence à avoir peur qu'on les abatte et qu'on ait quelque chose d'assez impressionnant au niveau de son jeu. Et donc, je pense que cette technique de garder le silence, à part dans mon cas personnel, mais cette technique de garder le silence est intéressante parce qu'elle vous permet de voir exactement ce que votre adversaire va être capable de sortir et surtout ce que votre adversaire attend. Parce que ce n'est pas la peine de déployer un trésor d'invention juridique si la personne veut juste obtenir 3% de plus. Et parfois, une bonne petite calculatrice auprès de la personne qui vous consulte pour lui montrer qu'un procès va coûter beaucoup plus cher, y compris en termes de délai, et le problème est vite réglé, si vous voulez. Donc, cette question de garder le silence peut être extrêmement positive. J'aime beaucoup, dans une négociation, laisser commencer les autres, parce que ça permet souvent de voir exactement comment ils vont procéder. Et le mieux, je serais tenté de vous dire, c'est même pas de garder le silence, c'est d'apporter un café. Alors, me direz-vous, c'est très bizarre comme technique, mais si vous offrez quelque chose à boire, vous allez voir des éléments de trahison par les mains. Et les gens, souvent, quand ils sont expérimentés en négociation, vont, comme Madame de Merteuil tout à l'heure, faire en sorte, même s'ils sont fidèles à eux-mêmes, de ne pas laisser transparaître, notamment quand ils sont stressés, si ce sont des professionnels. Or, par les mains, on va laisser passer des choses. Si vous avez quelqu'un qui prend des notes avec des rayures, des ratures, etc., qui s'emporte à l'écrit, c'est prometteur. Si la personne a des tics, c'est prometteur. Si la personne s'acharne sur la touillette du café avant la négociation, c'est qu'elle est extrêmement stressée. Et donc, le fait d'offrir du café ou de laisser la personne abattre ses cartes en faisant silence au début, ça peut permettre justement de la faire se dévoiler toute seule. Parfois, les négociations sont menées avant que les gens aient commencé à parler, parce qu'on arrive tout de suite à savoir ce qui s'est passé, si vous voulez. Et là, c'est la même chose. Donc, au niveau des autres techniques de négociation, je serais tenté de vous dire d'arriver toujours en avance, parce que ça va vous permettre de voir les gens dans la salle d'attente. Et c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé extrêmement intéressant quand il y a plusieurs parties. Alors, s'il n'y a que vous face à une autre personne, c'est pas très utile. Mais lorsqu'il y a plusieurs parties, c'est intéressant. Je me souviens notamment d'un dossier où il y avait toute une famille qui ne s'entendait pas. Mais c'était vraiment une famille digne des meilleurs romans français de mœurs. Ils ne se supportaient pas. Et ils ont commencé à se disputer dans la salle d'attente, de sorte que les éléments étaient déjà... Bon, ça a fait voler en éclats toute ma préparation de dossier, mais en entrant dans la salle, tous les éléments étaient déjà repensés, parce que justement, comme ils ne s'entendaient pas, ils avaient simplement des desiderata différents, et donc la solution qui a été proposée était celle qui convenait le mieux à tout le monde par rapport à ces exigences que personne n'avait jamais formulées, vu qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord pour proposer une seule solution. Et donc, si vous voulez, l'autre technique de négociation, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à votre sympathique camarade, c'est que simplement, parfois, il faut oser demander aux gens ce qu'ils veulent. Et ça règle bien des problèmes. Le fait d'écouter les gens, ça dédramatise les choses. Et on le voit aussi au niveau des collectivités locales, c'est ce que j'essaie d'encourager, en tout cas au niveau des politiciens. Quand vous arrivez avec vos gros sabots en tant qu'élu, que vous tapez sur la table en disant c'est comme ça parce que je suis le maire et j'ai décidé et on le fera sinon j'envoie les gendarmes, vous passez pour un gros plouc et rien n'avance. Si par contre vous mettez les gens autour de la table en disant voilà, vous allez supporter les conséquences de mes décisions et j'aimerais qu'on essaie de trouver un compromis positif, ben ça se passe très bien. Merci. Alors, encore une question. Avec plaisir.
Pensez-vous que le body language est un facteur lors de la négociation? Étant donné les caractères et comportements de chacun, peut-on faire confiance à ce facteur? C'est une excellente question. Je suis tentée de vous dire oui et non. Concrètement, pourquoi? Parce que chacun va avoir des tempéraments différents. Une partie de ma famille est méditerranéenne, donc j'ai tendance à avoir les mains qui bougent. Une autre partie de ma famille vient du nord de la France, où les gens sont plutôt impassibles. Donc si je regarde avec des critères identiques, en fonction de qui j'observe, j'aurai des informations différentes. Par contre, il y a des tics nerveux qui vont trahir non pas un drapeau rouge en quelque sorte, qui vont dire que la personne se sent peureuse ou autre, mais simplement que la personne se sent inquiète, qu'elle se sent anxieuse. Et c'est cet élément d'anxiété, je ne dis pas d'aller jusqu'à l'exploiter, mais en tout cas jusqu'à en réfléchir. Si la personne est très sereine ou trop sereine, parfois la négociation n'avance pas parce que la personne vient, elle ne veut rien faire, elle a des critères extra-légaux ou extra-financiers qui font qu'elle ne veut pas que la négociation débouche sur autre chose. Elle répond pour des raisons et tant que vous n'arrivez pas à trouver ces raisons-là, eh bien vous n'arrivez pas à faire bouger les choses. Merci beaucoup pour cette question. J'avais la même, donc ça m'arrange. J'ai eu ma réponse également. Alors, je pense qu'on arrive au bout. Ah non, je vois qu'il y a encore des gens qui sont en train d'écrire. Ce n'est pas fini. Il y a encore des questions. Je vais attendre qu'elles arrivent. En tout cas, un grand merci à tout le monde pour toutes ces questions. C'est très intéressant et ça permet d'aller un peu plus loin. Donc un tout grand merci et n'hésitez pas dès que vous avez une question à la poser. Alors, question suivante. Voilà. Pensez-vous qu'il est réellement contre-productif d'utiliser des éléments sentimentaux personnels pour amener la négociation plus dans votre sens? Alors, c'est une excellente question et je sais que certaines personnes dans la négociation sont amenées à le faire, cherchant notamment un jeu de séduction avec leurs interlocuteurs. À titre personnel, je vous avouerai que je n'y suis pas favorable parce que je n'y suis pas sensible. Je pense qu'il faut toujours, et c'est très important, rester extrêmement éduqué avec les autres parce que l'éducation fait partie, ça c'est la philosophie qui nous le dit, fait partie de ce qui nous sépare de l'animal. Donc dans les faits, être poli avec tout le monde, c'est fondamental. Après, utiliser des sentiments, des éléments sentimentaux personnels, la séduction ou des informations que l'on obtiendrait sur son interlocuteur, personnellement, ça me dérange. Je préfère rester sur des éléments de raison et arriver à montrer à la personne que la raison l'emporte. Alors pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est une raison éthique. Comme je l'ai dit, je n'envisage pas une espèce de prostitution intellectuelle pour obtenir ce que je veux, ça me dérangerait. Et encore plus si ça a des effets sur les autres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est surtout que, aussi, d'un point de vue juridique, la personne va potentiellement avoir un délai de rétractation. Or, si vous avez obtenu un engagement, notamment un consentement, pour des raisons un peu discutables, parce que vous avez subjugué votre adversaire ou je ne sais quoi, eh bien, il se peut que cette personne, rappelé à la réalité par la raison, par sa femme, par son épouse ou par son conseil juridique une fois rentré, exerce justement ce délai de rétractation. Et là où vous aviez eu beaucoup d'intérêt et d'avantages, eh bien, que cet avantage comparatif se transforme en une détestation sincère et la fois prochaine, au lieu d'avoir un sympathique interlocuteur, vous vous retrouvez avec un vieil avocat amer qui, depuis 40 ans, cuve son amertume et son whisky et qui va venir déverser sa haine qu'il a de l'humanité dans votre échange. Donc, je pense qu'il faut faire extrêmement attention. À titre personnel, j'ai toujours préféré, j'ai toujours préféré des éléments strictement juridiques et intellectuels, des éléments démontrés et démontrables, parce que je trouve que c'est un défi beaucoup plus grand que parfois d'utiliser des éléments personnels qui, en plus de ça, vont créer des rancœurs. Je vais vous donner un exemple.
Il y a en ce moment un grand dossier dans le sud de la France qui est la création du Rocher Mistral. C'est une sorte de parc d'attractions qui va être construit à grand renfort de financement public. Donc c'est un projet privé avec des financements publics. Il y a des tensions extrêmement fortes autour de la requalification, donc de la rénovation d'un très grand château. C'est un des châteaux les plus anciens de Provence. Et il y a des tensions auprès des riverains par rapport à des terrains agricoles qui vont être modifiés pour devenir des espaces d'attraction qui vont être aménagés par le propriétaire. Et je pense que, au regard des tensions autour de ce site, si des éléments, c'est un dossier dont j'ai parlé ce matin, c'est pour ça que j'y pense, si des tensions autour de ce site devaient déboucher de manière durable sur l'apparition d'éléments sentimentaux, personnels ou je ne sais quoi, le dossier est déjà explosif et il pourrait déraper. Et donc, je pense par l'exemple qu'il vaut mieux rester toujours dans les négociations sur des choses strictement factuelles et juridiques, pas de passion, pas de personnel. Sinon, on bascule dans la déraison, tout le monde se braque et rien n'avance. Et dans ce dossier, j'ai l'impression que c'est un peu le cas. Et je suis bien content d'en être éloigné. En tout cas, je leur souhaite bien du courage de part et d'autre pour arriver à trouver un compromis. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Merci. Alors, voici. Merci à vous. Bonjour, un grand merci pour cette présentation, super enrichissant. Avez-vous des livres à proposer pour poursuivre la réflexion? Alors, si je percevais des droits d'auteur, je vous aurais renvoyé vers les presses universitaires de mon université pour acheter les miens, mais malheureusement, ça ne vous apporterait pas grand-chose et je ne perçois pas de droits d'auteur non plus. Non, plus sérieusement, je vous remercie pour ce message et ce retour très positif. Je pense que ce que vous avez, si j'avais un livre à vous conseiller, ce ne serait absolument pas un livre de négociation. Les livres de négociation, c'est un petit peu comme les formations de trading qu'on vous vend sur Internet où contre 50 euros, vous allez tous devenir milliardaires. Je pense qu'il vaut mieux adopter, lisez les liaisons dangereuses. Vraiment. Vous ferez un grand pas pour la littérature et pour vous-même. Les liaisons dangereuses vont vous apprendre justement cette confusion, pour faire écho à Ingrid qui nous posait juste avant cette question intéressante sur les sentiments. Les liaisons dangereuses vont vraiment vous apporter à négocier. C'est-à-dire que le pouvoir de la femme est magnifié, tout le monde joue avec tout le monde, on n'a pas trop de bondieuseries niaiseuses qui vont venir impacter tout ça. Lisez cet ouvrage-là, ça vous apprendra toutes les négociations possibles sur tous les domaines qui sont impactés de la vie, du pouvoir, des relations personnelles, des relations contractuelles. Lisez les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. Je pense que c'est le meilleur conseil en termes de négociation que je puisse vous donner. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, étant une grande fan des liaisons dangereuses, justement, j'ai un peu plus de mal à voir le côté négociation entre Valmont et Merteuil. Donc, si vous aviez peut-être des éléments d'explication pour que je relise avec cet œil-là, du coup, je pense que c'est très intéressant et j'ai un peu du mal à le voir, mais ça fait un petit temps que je ne l'ai pas lu. Avec grand plaisir. Quand Madame de Merteuil découvre qu'étant une femme, elle a des charmes, elle prend conscience de son pouvoir et elle prend conscience de ce qui va la détruire. Quand elle commence à engager ses liaisons avec Valmont, elle va piocher auprès de son adversaire toutes ses faiblesses. Valmont est un homme brillant, mais comme il succombe à ses charmes, parce que c'est la seule chose qui lui échappe, il va se mettre en son pouvoir et elle va le faire marcher sur la tête. Tout au long de l'ouvrage, elle va l'instrumentaliser comme un négociateur pourrait faire pour obtenir son objectif. Madame de Merteuil, c'est probablement la meilleure joueuse d'échecs, puisqu'elle va vouloir se venger d'un homme qui lui a fait du mal sur des critères totalement inobjectifs, puisqu'il n'aimait, dit-il, que les blondes plus vertueuses. Je ne permettrai pas de commentaire sur ça, mais en tout cas, c'est ce qui est dit dans l'ouvrage. Et donc, je pense que c'est extrêmement important de retenir que justement les liaisons dangereuses, c'est une négociation constante où on voit les différentes pièces de l'échiquier qui se déplacent. L'objectif de Madame de Merteuil, c'est d'obtenir sa vengeance, mais son vrai objectif n'est pas là. Comme dans une négociation, Madame de Merteuil est aussi une joueuse de poker. Son objectif, c'est pas de gagner, c'est de faire en sorte de découvrir les cartes des autres. Et c'est pour ça qu'elle va manœuvrer tout son petit monde, qu'elle va utiliser la petite jeune fille innocente au milieu et qu'elle va faire en sorte de manœuvrer avec les codes de son époque. Quand on arrive à comprendre le sens, quand on lit les liaisons dangereuses, il faut les lire comme un manuel d'échecs. Il faut regarder les parties des autres pour arriver à comprendre comment on peut l'intégrer dans son propre jeu.
Donc je ne dis pas, comme Madame de Merteuil, qu'il faut se donner des coups d'aiguille devant le miroir pour arriver à regarder si l'impassibilité de son visage se maintient, mais je pense en tout cas que quand on prend conscience des relations et des effets de la parole, parce que tout ça est épistolaire, c'est de la parole pure, sur les faits et sur les autres, on a un très joli cours de négociation. Un grand merci. Du coup, je vais le relire avec cet œil-là, parce qu'effectivement, j'ai toujours lu comme justement une relation épistolaire entre deux personnes et pas le côté plus négociation derrière. Donc, c'est très intéressant. Pour répondre à la question de Jessica, j'ai répondu dans le chat, mais du coup, le Google Form sera mis dans la discussion de l'événement. Ne vous inquiétez pas, il sera encore disponible. Ce n'est pas juste maintenant, c'était juste pour que vous ayez déjà accès, mais vous y aurez encore accès par après. Alors, est-ce qu'il y aurait encore des questions ou est-ce qu'on arrive au bout des questions? Je vais attendre un tout petit peu, voir si je vois des personnes qui écrivent, et sinon je pense qu'on aurait fini. Attendons un petit peu pour laisser l'occasion. Mais je ne vois rien. Ah. Je vois quelqu'un qui écrit. Ah, c'était un remerciement. Avec grand plaisir. Bah écoutez, voilà, je pense que du coup, avec sur ce dernier point et ces dernières phrases, je pense qu'on peut clôturer du coup la session questions-réponses et clôturer également ce workshop. En tout cas, un énorme merci à vous. C'était très enrichissant, c'était très vivant. Et ça nous a permis, en tout cas, je crois que je peux parler au nom de tout le monde en disant que ça nous a ouvert les yeux et que ça nous a permis d'avoir un autre regard sur la négociation et beaucoup plus pratique. Un grand merci aussi à tout le monde pour les questions à la fin qui étaient toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir été du coup aussi attentif. Je rappelle du coup que ici à la fin de ce workshop, nous allons mettre donc le lien Google Form dans la discussion de l'événement. Vous pourrez donc vous inscrire et vous verrez qu'il y a plusieurs plages horaires, vous vous inscrirez. On reçoit toutes les réponses et vous serez évidemment recontacté par après pour les négociations. Pour donner une petite explication sur ce qui va se passer, c'est donc à partir de la semaine prochaine, à partir de mercredi, donc vous avez jusque mardi soir pour vous inscrire. Vous vous inscrivez. L'idée est donc que vous recevrez un dossier de négociation fictif, qui sont donc des histoires. On a déjà travaillé dessus, par exemple, pour vous donner un exemple, il y a un des dossiers qui est sur une influenceuse qui doit faire un travail de pub avec son sponsor, mais le sponsor n'est pas content et donc ils doivent négocier tout ce travail entre deux et cette relation de travail entre ces deux personnes. Et donc l'idée, vous recevrez à chaque fois toute l'histoire, vous aurez le point de vue A, point de vue B, vous représentez l'une des deux parties et vous aurez les points sur lesquels vous devez négocier, les deal breakers, ce sur quoi vous devez rester et tout ce genre de choses. L'idée est donc de mettre en pratique ce que vous aurez appris ici. Tout ça donc via Zoom, ce sera évidemment à distance vu les conditions. Monsieur Maddalena sera également de la partie pour faire office de juge. Et donc c'est lui qui, à la fin de ces négociations, vous départagera et dira qui a mené la meilleure négociation et évidemment vous fera un feedback sur les points positifs, les points négatifs, à faire, à refaire, afin que vous ayez le meilleur feedback à la fin et que vous en sortez avec un maximum de bagages et que vous puissiez mener vos prochaines négociations au mieux. Voilà, en tout cas, un énorme merci à vous, Monsieur Maddalena. Un merci pour tout ce que vous avez fait, pour ce workshop qui a été très enrichissant. On reste toujours disponible par mail, par message, si vous avez des questions, ne serait-ce que ici, si vous avez des questions qui vous arrivent par après, je les retransmettrai à monsieur, ou si c'est par rapport aux négociations qui arrivent la semaine prochaine. Voilà, un tout grand merci. Je vous laisse encore la parole peut-être pour le mot de la fin. Vous avez été nombreuses et nombreux à participer, je vous remercie. J'espère ne pas avoir été trop long. J'ai eu le plaisir de découvrir, vous regardez que vous avez peut-être vu que de temps en temps mon œil s'échappait à droite, c'est parce que je vois moi aussi les questions au fur et à mesure et les petits commentaires. Je vous en remercie. Comme je vous l'ai dit, je sais que ce sont des temps très difficiles. N'oubliez pas que toutes les mauvaises situations finissent par passer. Accrochez-vous à votre formation. Le capital humain, c'est la seule chose qui compte. Nous disait Jean Baudin, vous avez pris le parti de le faire fructifier, devenir
devenez de bons négociateurs. Je pense que ce sera la plus belle victoire que vous pourrez prendre sur cette bien terrible situation. Merci à ma sympathique interlocutrice de m'avoir invité, d'avoir organisé tout ça à merveille. Et en tout cas, vous êtes en de bonnes mains. Continuez à vous accrocher. Et pour celles et ceux qui participeront, donc j'aurai le plaisir de vous écouter. Et la mission difficile de vous départager. N'oubliez pas, je n'ai pas grande considération pour les gladiateurs et pour les conquistadors. Soyez pragmatiques et tout se passera très bien. Voilà, un tout grand merci. Je vais donc maintenant finir ce workshop et au plaisir de vous revoir lors de nos négociations fictives. Au revoir.